Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va écouter Céline, qui va nous parler de son activité en tant qu'animatrice en psychiatrie adulte. Vous aurez compris, je pense, depuis le temps que dans ce format, je donne surtout la parole pour le moment à mes collègues de la clinique, parce que je change de lieu de travail dans à peu près un mois, et du coup je pourrais pas aussi facilement les écouter ensuite. Donc normalement, j'ai prévu 2 ou 3 autres interviews de ce genre avec des collègues avec qui je travaille en ce moment. Et je pense que par la suite, je donnerai la parole à d'autres corps de métier qui me paraissent intéressants aussi à explorer, comme voilà, les métiers de l'enseignement, les métiers de la justice, etc. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Et donc aujourd'hui, on va se plonger dans le métier de l'animation et l'art de créer des émulsions dans les groupes humains. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Eh ben bonjour Céline. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton travail d'animatrice. Est-ce que tu veux te présenter en 2 secondes, dire qui tu es, comme tu veux. Je m'appelle Céline, je suis animatrice à la clinique du Haut-Cluseau, une clinique psychiatrique. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à ce poste, si tu le souhaites? J'ai commencé à la clinique comme aide-soignante. Mhm. J'ai de temps en temps mis des activités en place, fait des animations et de fil en aiguille, en fait, la direction m'a proposé un poste d'abord à mi-temps d'animatrice et à mi-temps d'aide-soignante pour voir comment je me sentais dans ce poste. Et puis, quelques mois après, on m'a proposé le poste à plein temps et que j'ai accepté, Alors, bien évidemment. Comment tu te sentais dans ce poste? J'ai adoré. Enfin, voilà. Ok. Je pense que j'avais fait un peu le tour du travail d'aide-soignante et j'avais besoin de renouveau et en même temps, l'animation me plaît beaucoup. Voilà. Ça m'anime moi-même. Tu es animée par la métier d'animatrice. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une animatrice? C'est quoi son rôle? C'est quoi sa place dans la structure? Elle articule avec les patients des activités qui peuvent être complètement différentes, qui soient sous prescription ou pas. Elle peut prévoir aussi des animations plus grosses dans la clinique, comme décorer pour Noël ou faire un loto avec tous les patients et faire des choses plus intimistes en petits groupes, l'atelier écriture, l'atelier cuisine. D'accord. Voilà, qui ont d'autres visées thérapeutiques. Ça, je te reposerai des questions là-dessus un peu par la suite. Ok, donc en gros, ton job, c'est de créer de l'animation, donc de créer du mouvement dans la structure, de créer des... qu'il se passe des trucs, quoi. Qu'il se passe des trucs, c'est ça. Ok, et du coup, ton rôle, il est comment par rapport au reste de l'équipe, les autres soignants, etc. Est-ce que t'es dans ton coin? Est-ce qu'au contraire, il y a de la coordination? Est-ce qu'il y a du lien? Comment ça se passe? Alors, autant je peux être dans mon coin sur certaines activités, mais ensuite, j'en parle forcément avec l'équipe. Je fais toujours un retour, on échange autour de nos ressentis sur les patients ou au staff. Donc, j'ai vraiment pas l'impression d'être seule dans mon coin, en fait. Okay. Effectivement, il y a des choses que je mène toute seule, mais après, j'échange forcément autour du sujet avec mes collègues. Mmh. Ok. Je te pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a des bastions centraux un peu dans l'établissement. Il y a l'infirmerie, oui, qui est un peu au cœur des services. Il y a la villa, qui est parce que qui est à part. On l'a pas encore dit, mais la salle d'animation, un peu, on appelle ça la villa. C'est un pavillon. Parce que c'est un pavillon à part Ouais. de la clinique, enfin de l'hospitalisation. En fait, elle est à côté. Il faut sortir de la clinique pour se rendre aux activités, ce qui fait que ça permet de créer une petite distance, en fait, qu'il y a peut-être besoin à ce moment-là. On n'est plus exactement dans le même fonctionnement. Mmh. Ouais. Créer un cadre dans le cadre. Voilà, c'est ça. Ouais, bah c'était la question d'après en plus. Hein. Qu'est-ce que c'est que la villa? Et du coup, est-ce que tu peux aider les personnes qui écoutent à se représenter un peu le lieu Et donc c'est un petit pavillon où il y a une salle à manger, une cuisine et des petites pièces à côté qui étaient à l'origine des chambres et qu'on a transformées alors en atelier bois, en salle de rangement, etc. C'est un lieu où il y a des tables, des chaises, des armoires avec plein de choses pour faire des activités manuelles. Et en fait, c'est un lieu où ils peuvent venir suivant les ateliers proposés. Mmh. Voilà. Ça peut être simplement ce que j'appelle l'atelier libre, où ils peuvent venir juste boire un café, partager un moment
juste être là pour interagir. D'accord, il y a pas d'exigence de devoir produire un truc ou autre. Sur l'atelier libre, non. Il n'y a aucune exigence, à part d'être respectueux et bienveillant avec tout le monde. C'est tout ce que je leur demande. C'est-à-dire que s'ils viennent juste boire un café, je leur demande de ranger leur tasse, nettoyer leur tasse, ranger leur tasse, etc. Voilà. D'accord. D'être agréable avec tout le monde. Participer à une forme de vie collective. C'est ça. Ils sont pas obligés de faire une activité manuelle ou s'inscrire dans quelque chose à ce moment-là. Ils peuvent juste partager un petit moment et voilà. J'aimerais que tu parles un peu de la salle bois, de ce qu'on peut y faire, ce genre de choses. Eh ben, l'atelier bois, c'est où il y a effectivement plein de matériaux pour faire de la construction, de la création autour du bois, autour du collage, du perçage, enfin tout ce qu'ils ont envie de faire en fait. Voilà. Qui est ouverte par contre à des heures précises, puisque il y a du matériel un peu dangereux, donc il faut que je puisse avoir l'œil dessus. Truc tranchant, des scies, des voilà. machins comme ça. En face, il y a l'atelier, la salle de rangement, où là il y a toutes les armoires avec plein de choses, du tissu, de la laine, des perles, voilà. Et puis après il y a la cuisine, voilà. Qui est le lieu où il y a la cafetière, où on cuisine quand il y a l'atelier cuisine, où il y a les fours, voilà. Une cuisine. C'est marrant parce que autant, tu vois, il y a des structures, comme les cliniques institutionnelles à la Chênelle à Borde, Sommery, dans la région du 41, je crois. C'est des cliniques où il y a une sorte d'indistinction entre les soignants et les patients, c'est un peu la philosophie du lieu, et où en fait souvent les interactions vont être... en fait, le sentiment de sécurité entre les personnes va émerger d'un objet commun qui est la cigarette. Souvent, en fait, la cigarette sert de médiateur pour entrer en relation. Nous, ici, je peux dire que c'est le café. Voilà. Donc, justement, j'allais dire, ici, le café et la nourriture, parce que l'atelier cuisine, il a une place importante et il y a un truc assez central. Et du coup, j'ai l'impression que c'est pareil, il y a des rituels simples comme la cuisine, couper des carottes, etc. C'est un moyen de socialiser et d'entrer en relation de façon où il y a de la sécurité, quoi, parce que c'est un rituel qui est facile à réaliser, entre guillemets, qui permet d'avoir un truc à faire, de se sentir utile. Oui, effectivement, il y a plein de visées thérapeutiques. Ça peut être effectivement de se sentir utile, c'est aussi de reprendre du plaisir sur quelque chose qu'on fait tous les jours, en fait, enfin, qu'on est censé faire tous les jours, se préparer à manger. C'est reprendre du plaisir autour de ça aussi, c'est interagir avec les autres, c'est retrouver de l'élan vital. C'est un mot-clé important, le plaisir, effectivement, dans les activités. C'est pas juste faire une tâche parce qu'on a dit de le faire, c'est prendre plaisir à faire une tâche ou découvrir qu'on prend plaisir à faire une tâche qu'on n'a pas forcément imaginée. C'est ça. Parce que je suppose qu'il y a des gens que t'accueilles qui testent des trucs qu'ils n'ont jamais testés avant. Ah bah oui. Il y a des gens qui n'ont jamais cuisiné. Voilà, qui découvrent même... j'ai beaucoup de patients où je leur demande quand on va faire les courses d'aller me chercher des courgettes et qui me ramènent des concombres. Parce que en fait, aller acheter des légumes, c'est pas dans leur habitude, donc en fait, ils connaissent pas ce que c'est, quoi. Ça peut être une occasion d'apprendre plein de trucs. Découvrir. Tu parlais d'ateliers libres. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y a des ateliers non libres, plus directifs, où il y a des consignes plus strictes? Oui. Est-ce que tu peux... Alors, l'atelier écriture, on en parlera un peu plus après. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres ateliers L'atelier cuisine. Il y a quand même des règles importantes. Déjà, pour commencer, je leur demande d'être à l'heure. Ce qui n'est pas le cas sur l'atelier libre. C'est-à-dire que l'atelier libre, quand c'est ouvert, ils viennent à l'heure qu'ils veulent. L'atelier cuisine, je leur demande d'être à l'heure. Je leur demande de participer. À leur échelle, comme ils peuvent, mais de participer, quoi qu'il arrive, on se met pas dans un coin en n'attendant pas que ça se passe. D'avoir un rôle à jouer dans la dynamique. Voilà. Je leur demande les règles d'hygiène. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que... En fait, dans ta façon de cadrer l'atelier cuisine, tu donnes un rôle à chaque personne. Oui. Le but, c'est ça. On commence l'atelier cuisine par déjà faire un petit point tous ensemble de tout ce qu'il y a à faire puisqu'on a fait le menu et les courses ensemble. Donc, on redit un petit peu le menu pour que tout le monde l'ait un peu en tête. Et après, je vois avec eux qui a envie de faire quoi aussi, parce qu'il y a aussi un petit peu de choix quand même, je leur impose pas tout, mais qui a envie de faire quoi. Après on crée des binômes, des trinômes, et voilà, je leur distribue les tâches. Et pareil, je leur demande, celui qui commence quelque chose va au bout de quelque chose. Voilà. D'accord, c'est un engagement. On termine, on essaye au maximum, voilà. Après, ça arrive toujours que quelqu'un soit pas bien à un moment, et oui, après, il y a un petit moment pour rattraper les trucs. Voilà, mais
Voilà, les règles d'hygiène, ça c'est important. Le fait aussi que quand on a terminé les préparations et qu'on passe à table, c'est pas je mets les pieds sous la table et j'attends qu'on me serve. Tout le monde participe, tout le monde aide à débarrasser, tout le monde à faire la vaisselle, le rangement. Voilà. Ouais. Voilà, je leur demande d'être participatif du début à la fin de l'activité. Ok. Du coup, tu fais aussi des sorties à l'extérieur, Oui. parfois. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un peu de mots Alors, elle peut prendre des formes complètement différentes. Hein. Ça peut être le cinéma, ça peut être aller pique-niquer, ça peut être aller faire des achats pour l'atelier. Enfin, elles peuvent être diverses et variées. Ce qu'il y a, c'est encore là, on part sur la notion de plaisir. Reprendre du plaisir à sortir, à être en groupe, à prendre des décisions ensemble, à voir comment aussi le patient se comporte à l'extérieur de la clinique, parce qu'ici c'est quand même un petit cocon, donc c'est bien de voir aussi comment ils s'expriment à un inconnu à l'extérieur, comment ils font pour demander un renseignement, comment ils se sentent. Et ça permet d'évaluer un peu l'état de santé et les besoins. Mais ça permet à nous soignants d'évaluer, mais au patient lui-même de s'évaluer et de voir aussi comment il se sent. De prendre du feedback quoi, dans le réel. Ouais. Et de se dire, en fait, par exemple, je sens que c'est encore fragile. Voilà, je me sens pas encore très à l'aise. Le monde m'angoisse tout de suite, ou enfin des choses comme ça, quoi. Après, tu organises aussi des événements ponctuels, des thèmes, des périodes où il se passe des choses un peu différentes à la Gilda. Notamment, t'es connue pour ton affection pour la période de Noël. Donc pour la préparation du marché de Noël. Ouais, et enfin, moi j'aimerais que tu nous parles de ça, et que tu nous parles aussi éventuellement des, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les jeux d'été là, avec les... J'ai envie d'appeler ça une kermesse, ou tombola, ou je sais pas trop. Mais en fait, là, c'est de s'inscrire dans un projet un petit peu plus gros, conséquent. Enfin, par exemple, la préparation du marché de Noël, c'est pas 2 heures d'atelier. C'est effectivement 2 mois de préparation, puisqu'on fabrique des objets qu'on va vendre ensuite sur le marché de Noël. Donc là, on s'inscrit dans quelque chose déjà de plus conséquent. Et en fait, ça marche très très bien. Le fait qu'il y ait un but, qu'il y ait un projet, qu'il y ait une finalité à ça, et qui est palpable. C'est-à-dire que le marché de Noël, à la fin, il y a une recette financière. C'est palpable. Enfin, on fait quelque chose qui est vraiment... Oui, il voit le fruit du labeur. Voilà. Donc ça, ou quand on prépare une grosse journée d'animation, comme ce que t'appelais la kermesse, avec des jeux, ça les entraîne dans quelque chose. C'est un mouvement. Ça commence, un petit groupe, et ça en emmène d'autres, ça en entraîne d'autres, et c'est une dynamique qui se crée. Voilà, de groupe et tous ensemble. J'ai l'impression que c'est ça que tu adores faire, toi. Oui. C'est créer des dynamiques de groupe où les gens s'auto-motivent les uns les autres et vivent un truc ensemble, quoi. C'est beau à voir. Je trouve que quand tu te poses là, un petit peu en recul, et que tu les regardes s'entraider, se motiver entre eux, je trouve ça super super chouette à regarder, en fait, et de voir comme ils peuvent à un moment reprendre tout ça en main et amener leur propre envie, leur propre puissance. C'est beau à regarder souvent, et de voir le marché de Noël comme ils peuvent être à la fin, là, quand on arrive au jour J, à quel point ils sont impliqués, à quel point ils ont envie de bien faire, que ils lâchent pas de la journée malgré des lourds traitements, malgré des pathologies des fois compliquées, de les voir mais s'accrocher, de rester toute la journée parce qu'ils ont envie d'avoir fait partie de ça, tu vois. Ils ont fait partie de quelque chose. En fait, ils sont fiers de ça. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que à ce moment-là, souvent, j'aime bien me mettre un peu en retrait, c'est-à-dire être à côté, mais les laisser gérer la caisse, ou quelqu'un qui vend les crêpes, les chocolats, les cafés, et en fait, j'ai juste besoin d'être là pour dire que je suis là, pour tout le monde s'articule bien, mais en fait, même on arrive au bout, souvent, je serais pas là, ça fonctionnerait quand même. Parce que ça y est, la dynamique, ils l'ont. Ils le portent, le projet, c'est plus moi qui le porte. T'as allumé une étincelle, mais le feu, il prend, quoi. Et après, ça brûle. C'est ça. C'est parlant. J'aimerais que tu nous parles de l'atelier écriture.
maintenant. Oui. Donc, ouais. Comment vous est venue l'idée et Alors, qu'est-ce que c'est que cet atelier? L'idée, elle a démarré d'une formation que j'ai faite, voilà, sur les différentes médiations qu'il existait dans le soin. Donc, on m'en a fait découvrir plein, et j'ai eu effectivement un coup de cœur sur l'atelier écriture. Moi, vraiment, j'ai trouvé que ça, ça m'a parlé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Que c'était une médiation que j'ai trouvé qui était riche aussi. Ce que tu appelles une médiation, c'est un intermédiaire entre soignant et soigné, genre pour faire du thérapeutique autrement que avec les mots. Voilà, Seulement. assis l'un en face de l'autre à discuter. C'est une autre façon de faire. Ouais, c'est un autre support au départ qui aide à ouvrir la parole, à ouvrir des ressentis, à faire un petit pas de côté parce qu'on écrit et après on lit. Et c'est pas la même temporalité que dire tout de suite voilà. Quand on écrit, on a le temps de réfléchir. On passe ses mots, on tourne ses phrases. Mmh. D'accord, donc tu as eu un coup de cœur pour cette présentation d'atelier écriture dans ta formation. Voilà, et du coup, quand j'ai voulu la mettre en place ici, je voulais pas l'animer seule. Je trouvais que c'est bien d'avoir deux regards différents sur un atelier, d'être deux pour à un moment pouvoir prendre le relais de l'autre, parce que suivant les sujets, des fois, que ça soit Claire ou moi, on a une charge émotionnelle sur ce sujet-là. Donc c'est bien que l'autre puisse prendre le recul quand nous-mêmes ça nous fait écho ou ça vient taper quelque part, quoi. Voilà, donc Claire a accepté de le faire avec moi, on l'a mis en place toutes les deux. Donc là c'est un groupe fermé et c'est sur prescription médicale. Parce que c'est pas il est pas adapté à toute pathologie ou à toute personnalité, tout simplement. Faut être aussi à l'aise avec l'écriture et il faut être capable d'élaborer, de cheminer, voilà. Il faut pas être dans une crise psychotique à ce moment-là parce que voilà, c'est pas possible. Il faut que ce soit des personnes qui soient en capacité de respecter des règles de groupe. C'est ça. D'être bienveillant et puis de respecter aussi la règle qu'on leur demande, c'est-à-dire que ce qui est dit pendant l'atelier écriture reste dans l'atelier écriture, on ne va pas le raconter aux autres patients, voilà, à l'extérieur, parce que il faut que le groupe soit en sécurité, qu'ils se sentent assez à l'aise pour pouvoir parler sans se dire que derrière tout le monde va parler de leurs problèmes. Comment vous avez construit un cadre où les gens se sentent en sécurité alors? C'est en dehors de cette règle de confidentialité? Alors, on leur dit les règles toujours au début, et le fait que on n'a jamais eu de soucis de confidentialité, ça a jamais fuité, parce que je pense qu'ils se font confiance les uns les autres, en fait. Ils se créent quelque chose dans le groupe, et jusque-là, ça a très bien fonctionné. On leur dit toujours les règles, voilà, au départ. Donc la confidentialité, le fait d'être bienveillant avec les autres et avec soi-même. On garde les écrits jusqu'à la fin de l'hospitalisation. Ils ont possibilité de les récupérer s'ils le souhaitent. Ça permet qu'ils ne soient pas à relire leur texte. C'est d'accord, c'était pensé. Ouais, oui. Ah oui, ça a été pensé. Il y avait une deuxième chose qui se posait, c'est pendant la formation, on m'avait expliqué qu'on pouvait le faire de deux façons différentes. Donner le thème aux patients, les faire écrire, et après chacun lit son texte et on échange et on interagit autour de leurs écrits. Et nous, on est juste là pour être garant du cadre et on reste un petit peu en retrait. Et la deuxième possibilité, c'était nous aussi on écrit. On s'est posé la question avec Claire, ça a duré 3 secondes notre réflexion parce qu'on était assez d'accord l'une et l'autre. On s'est dit, on leur demande d'écrire, on écrit aussi. Voilà. Ce qui fait que en plus, nous, ça permet toujours de clôturer la lecture des textes par nos textes. C'est bien de passer derrière un texte qui a été difficile à entendre pour les autres patients. Bon, nous, ça va être un texte qui va souvent appeler l'espoir et... Oui, c'est volontaire, voilà. De terminer par un truc qui adoucit un peu votre Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y a des écrits qui sont difficiles à recevoir et quand ils discutent autour d'un texte difficile, il y a une charge émotionnelle qui monte. Donc ça permet aussi de faire redescendre tout ça et de clôturer souvent l'atelier écriture sur une note plus douce. Voilà. Ok. Comment ça se passe l'inclusion d'un nouveau patient au groupe? Souvent alors il y a plusieurs possibilités.
d'abord, bon, ça c'est sur prescription médicale. Il y a des patients qui viennent nous en parler, on les dirige vers le médecin et on en parle en staff et on se dit est-ce que ça semble adapté ou pas. Il y a des patients qui entendent parler de l'atelier écriture, c'est quelque chose qui peut aussi les attirer quand ils lisent dans les activités ce qu'il y a et tiens l'atelier écriture, médiation, ça peut aussi et ils en parlent au médecin et là on décide aussi tous ensemble si c'est adapté ou pas. D'accord. Quelqu'un sort, quelqu'un rentre. Il dit combien, du coup? Eh ben, on essaye de pas dépasser 8. D'accord. Voilà. Parce qu'après, au-dessus, c'est compliqué. Donc vous êtes au 10 niveau avec du temps. avec toi, Voilà, okay. C'est ça. Alors, ça arrive qu'il y en ait un peu moins quand il n'y a pas de patients qui sont adaptés. Enfin, ça arrive, qu'il y a des périodes où c'est pas... Et puis, il y a des fois où le médecin, là, comme en ce moment, au contraire, il y a plus de demandes que de possibilités. Oui, sauf que là, c'est complet, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Et donc, ça dure 2h30 2 heures? Ça commence à 15h30, on se dit qu'à 17h30, il faut que ça soit terminé, donc normalement. Voilà. Après, c'est arrivé qu'on déborde un peu quand il y a une charge émotionnelle très lourde, il faut faire redescendre tout le monde et que tout le monde ressorte pas non plus trop mal. Donc, quelque part, vous garantissez aussi la sécurité du groupe en régulant le groupe par votre propre régulation, si je puis dire. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est clair. Voilà. Oui. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les gens repartent en soyant à peu près apaisés, même si... Alors, ils sont forcément un peu remués, mais au moins pas dans un état qui nous pose question, ou si c'est le cas, c'est déjà arrivé. De toute façon, on va toujours après prévenir les infirmières du thème et de chaque participant dans quel état il se trouve à la fin de l'atelier, puisqu'on fait un petit tour à la fin de l'atelier écriture pour dire comment on se sent. Voilà. Maintenant, tout de suite, que l'atelier se termine, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a quand même comme un thermomètre de l'état psychique dans lequel ils sont. Donc, on va toujours dire à l'équipe infirmier, bon, voilà le thème, voilà tel patient, il est comme ça, tel patient comme ça. Ça permet quand même qu'ils soient au courant et que si dans la soirée, on leur dit toujours, si ça ne va pas, il y a l'équipe soignante, n'hésitez pas. Ils seront là pour vous écouter. Parce que je me dis, le fait qu'il y ait ce cadre-là, contenant, bienveillant, et ce relais avec l'équipe, c'est aussi ce qui permet aux personnes qui participent de s'autoriser à se lâcher. Et à exprimer des émotions fortes qu'ils n'exprimeraient pas forcément en dehors de ce cadre. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est comment vous avez fait pour que ça marche, parce que ça marche. Et on voit bien que ça produit des effets en termes de capacité des gens à se dévoiler, à montrer des choses que parfois ils ont jamais montrées avant à d'autres. Et du coup, je pense que ce serait intéressant que des gens puissent comprendre comment vous avez fait pour le refaire, peut-être, de leur côté aussi. Ah oui, sinon, comment vous choisissez les thèmes? C'est au hasard? On le discute ensemble. Non, non, c'est jamais sur un bouquin. On l'a jamais fait sur un bouquin. Alors des fois, c'est pas forcément... des fois, on va s'aider d'un support, comme d'une photographie. Oui, ou des paroles de chansons. Ou d'une chanson, ou voilà. C'est discuté, en fait, on le discute toutes les deux avec Claire le matin. Alors des fois, quand on termine un atelier, on se dit, tiens, la semaine prochaine, ça sera intéressant de traiter telle notion, parce que à un moment, ça a été abordé, et on a vu que ça pouvait être un petit fil qu'on pouvait tirer pour... D'accord, il peut y avoir une continuité entre les différentes séances. C'est ça. Et puis, après, on essaye d'aborder plusieurs thèmes et plusieurs émotions, donc du coup, comme par exemple, hier, on a fait selon vous, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Voilà. Okay. Et ça a pu permettre de mettre en évidence que, par exemple, un patient qui avait été trahi, alors lui, c'était bien sûr qu'il faut la dire. Tout le temps. Quoi qu'il arrive, tout le temps, il faut la dire. Et en fait, à la fin de l'atelier, quand chacun a lu son texte, a pu interagir, a apporté sa propre histoire ou ses propres expériences, il a dit, en fait, je me rends compte que c'est pas si simple. Il y a des situations où, et du coup, d'avoir poussé son cheminement, d'avoir pu faire un pas de côté et de se dire, là, quand on m'a posé la question, j'étais sûre de moi, et là, je me dis, en fait, c'est plus complexe que ça. Tu vois, je me dis, voilà, c'est le but. C'est simplement ça, le but. C'est de se dire, il y a peut-être... le champ des possibles est peut-être plus large. Remettre un peu de flexibilité dans le système. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas si ça a du sens pour toi ou pas, mais de l'association Créa Plaisir, de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert
Qu'est-ce que J'en ça rend suis la possible? vice-présidente, je peux t'en parler un petit peu. Ça, ouais, ça peut être intéressant. On a créé parce qu'en fait, il s'est posé la question à un moment que quand les patients fabriquaient des choses et que ils voulaient les vendre ou que d'autres patients voulaient les acheter ou pour le marché de Noël qui avait des recettes financières, etc. s'est posé la question de cet argent, c'était un peu compliqué, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Du coup, on a créé cette association Créa Plaisir, qui est donc une association à but non lucratif, c'est juste que ça permet de déposer de l'argent sur un compte et de le réutiliser pour les patients. C'est là tout le but, d'acheter du matériel ou de leur payer des sorties, c'est juste un moyen qu'on a de ok, vous avez fait un travail, ça a ramené de l'argent, ben voilà ce qu'on en fait. On fait venir un magicien qui vous fait un spectacle, on fait venir un groupe de musique qui vous joue une après-midi. Voilà, c'était de permettre de réinjecter cet argent dans la clinique tout en restant dans quelque chose qui soit hors... Enfin, c'est pas géré par les comptes de la clinique, quoi, en fait. Voilà. C'est ça qui peut permettre d'aller aux zoos. Voilà. Ça permet de faire venir les groupes de musique, les jeux en bois pour la kermesse, voilà, ça paye des sorties, etc. Il y a un autre truc aussi qui est un événement ponctuel, c'est les ateliers de dégustation, auxquels tu participes 3 fois par an, ou je sais pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, c'est quoi l'intention? C'est Corinne Bourdin qui est à la tête de tout ça, avec le contrat local de santé de Châteauroux. On est un collectif, donc plusieurs structures, et comme le foyer Saint-Jean, nous, la pension de famille Solia. En fait, chaque structure crée une boisson non alcoolisée et va sur l'espace public pour le déguster. C'est ouvert à tout le monde. Le but, c'est de promouvoir des moments de plaisir sans alcool. Sur l'espace public Alors, ça peut être à la médiathèque de Châteauroux, ça peut être au cinéma, on l'a fait dans l'entrée du cinéma de Châteauroux, ça peut être carrément place Monestier, au cœur de cette place-là où il y a beaucoup de bars et de passages. Voilà, on crée un petit stand. Si d'autres gens arrivent, comment ça se passe? On propose une dégustation, et il n'y a pas de souci, c'est fait pour. D'accord, donc c'est ouvert au public. C'est ouvert à tous. C'est pas un truc juste lié à des structures. Pas du tout. C'est nous qui créons les boissons, les cocktails, en fait. C'est les structures qui amènent chacun leur cocktail, mais il n'y a aucun... Donc en gros, c'est un événement public, ponctuel, mais qui est organisé par des structures de... C'est ça, par un collectif. Ok. Et donc le but de ça, c'est de permettre à des gens d'expérimenter ce que c'est que boire dans un contexte festif, mais sans alcool. Mais sans alcool. Pour qu'ils expérimentent que l'alcool n'est pas une nécessité, une condition sine qua non pour le plaisir. Exactement. Ok. Et du coup, 3 fois par an, tu fais les cocktails et... 4 fois, on le fait. 4 fois. Voire plus, ça arrive sur certaines... Ponctuellement, des fois on en fait encore. Comme la journée Vincent 20 qui parle justement de toute cette problématique de l'alcool dans nos vies. On fait souvent un club de dégustation en clôture de journée pour ponctuer ça. Ok. Dans ton job, du coup, c'est quoi le plus difficile à gérer quand on est animatrice? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les... Est-ce que c'est de devoir gérer plein de gens différents? Est-ce que c'est de devoir trouver un truc qui plairait à tout le monde? Est-ce que c'est... Non, c'est surtout il y a des moments extrêmement simples où les groupes sont fluides, ça fonctionne bien. Et puis, par moment, il y a des groupes plus compliqués parce que leur pathologie fait que dans le relationnel, c'est plus difficile. Et du coup, entre eux, des fois, il faut être là pour apaiser, pour que chacun puisse se comprendre la difficulté de l'autre aussi. Oui, parce que je suppose qu'il y a plein de moments où, en fait, t'es la seule soignante avec un groupe. Oui. Et du coup, si à ce moment-là, il y a un conflit, tu peux pas prendre une personne à part et discuter parce que tu dois gérer le groupe. Oui, j'arrive des fois à m'isoler à l'autre bout de la pièce et d'arriver à ramener quelqu'un juste avec quelques mots, au moins apaiser la situation, désamorcer la situation. Voilà. Après, si vraiment il y a un gros souci, je prends le téléphone et j'appelle mes collègues. Mais
Mais voilà, c'est ça, à la limite, le plus compliqué, c'est les personnalités de chacun, arriver à faire que tout se passe bien et que chacun se sente respecté et trouve sa place. En fait, j'ai l'impression, enfin, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça dans certains groupes d'amis que je fréquente à l'extérieur, c'est que un groupe d'humains, il est souvent construit sur la base d'un truc partagé. Un lieu, un récit, des rituels partagés, etc. Mais en fait, parfois, dans ce groupe, il peut se créer des sous-groupes qui peuvent être en rivalité, en conflit. En fait, ça peut générer des petites mini-guerres de gang, quoi. C'est ça. Et effectivement, quand des groupes sont en conflit, ça peut générer une escalade. Oui. Quand ils s'écoutent pas, etc. Et effectivement, ça peut... Enfin, je me dis que la villa étant un lieu un peu en dehors de la clinique, et des gens qui viennent régulièrement, et du coup, ça peut générer des enjeux de territoire, bien peut-être. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Et du coup, ouais, je me demande comment tu fais pour gérer ça. C'est d'avoir une attention assez particulière pour que je repère que chacun trouve sa place. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que dès que je remarque que quelqu'un se met en retrait, ou qu'un groupe prend le lead sur le reste du groupe, j'essaie toujours de rééquilibrer. Et du coup, quelle place t'as dans ces dynamiques-là, toi? Je veux dire, est-ce que tu navigues de groupe en groupe? Est-ce que... ouais. Ce qui est le plus chouette, c'est que j'essaye d'enlever tous ces sous-groupes et de faire qu'un grand groupe. Alors ça arrive qu'il y ait des petits sous-groupes, et ça c'est normal, et sur certaines activités, c'est pas... Mais par exemple, l'atelier cuisine, moi, mon but, c'est que ça soit qu'un grand groupe. Mais c'est ça, en fait, j'ai l'impression que les moments où tu kiffes le plus ton job, c'est quand tu arrives à créer une émulsion où il y a un truc qui se passe et c'est comme dans une roche en fusion qui refroidit, qui cristallise et tous les cristaux vont dans la même direction. C'est ça. Pour moi, c'est ce qui est le plus beau. C'est la richesse des relations humaines. Je pense que c'est pas toujours simple, mais... Non, pas toujours. Mais c'est beau quand la mayonnaise prend, quoi. Oui, c'est ça. Comment ça se passe, la gestion du cadre et des limites? Parce que, en gros, il y a des activités structurées, cadrées, claires, l'atelier écriture, il y a un début, un milieu, une fin. Mais la villa, parfois, c'est aussi un endroit où les gens viennent, justement, pas forcément pour participer à une activité, mais juste pour entrer en lien, etc. Et parfois, je pense que le fait qu'il y ait des gens qui viennent beaucoup, souvent, tous les jours, ça peut créer un lien émotionnel particulier. Les gens peuvent t'investir émotionnellement, pas uniquement comme l'animatrice, mais comme Céline, comme un être humain auquel ils s'attachent, parce qu'il y a de la bienveillance, etc. Comment est-ce que tu gères la limite, la distance, la manière dont les gens t'investissent? Tu vois, les gens qui verraient en toi une sœur, une mère... Tu veux parler de la distance thérapeutique? Oui. On va être clair. Bien sûr. Alors pour moi, la distance thérapeutique, déjà, c'est un concept subjectif. Parce que c'est comme s'il faudrait qu'on mette un cadre sur des relations qui ne peuvent pas être toutes... chaque relation est unique et singulière pour moi. Donc en fait, ça serait d'arriver à se comporter de la même façon, de mettre la même distance, que ça soit physique, émotionnelle, etc., pour chaque patient, alors que c'est des êtres différents. Alors, tu vois, pour moi, déjà, il y a un truc qui... Moi, je te parlerais plus de juste distance, et en fait, je l'adapte avec chaque patient, suivant mes ressentis aussi, forcément. C'est-à-dire qu'il y a des patients, j'ai pas besoin de poser le cadre. Je dis une fois, pensez à débarrasser votre tasse et laver, et c'est fait, à chaque fois. Voilà, j'ai plus besoin, j'ai pas besoin d'être derrière, et très vite, je vois ça. Si j'ai un patient, je peux m'apercevoir qu'il va faire couler une cafetière, et que s'il va en renverser à côté, il va prendre l'éponge, il va nettoyer. Puis je vais voir qu'il y a d'autres patients, ils ont besoin que je sois plus là derrière eux, à redire, c'est un endroit collectif, chacun en prend soin, on doit chacun faire sa petite part. Et ben ça, en fait, je l'adapte à chaque patient. Donc ça, je m'adapte avec mes propres ressentis et mes propres... Donc ton ressenti est ta boussole pour évaluer... Il n'y a pas de méthode... Je vais voir très vite si un patient à qui je dis une consigne, il la respecte, et un patient à qui... celui qui va falloir que je la répète tous les jours, eh ben je vais pas avoir la même attention et le même... Comment tu gères la distance avec des gens qui s'attacheraient à toi et qui feraient un transfert massif sur toi et qui... Je pense à des personnes en particulier, mais je peux pas en parler là parce que c'est un truc public, mais... des personnes qui vont te surinvestir de façon à se rendre dépendant de toi ou à avoir des attentes, à être jaloux aussi si tu es trop attentif à d'autres personnes. Oui, on l'a vécu. Voilà. Oui. Je passe le relais à mes collègues.
je dis là je peux plus, enfin c'est trop, donc je vais un peu aussi me mettre en position moi de mettre là une distance forcément. Je vais dire bah ça va pas, ok, bah j'appelle une infirmière voir si quelqu'un peut te recevoir. Voilà, c'est pas moi là qui vais prendre le en relais. gros tu fais sentir à la personne je ne suis pas disponible pour jouer ce rôle. Voilà. Mais j'ai un collègue qui peut jouer ce rôle. Quand c'est trop et quand je sens que ça me surinvestit, effectivement, là je passe le relais en fait. D'accord. Mais après chaque collègue aussi te dirait qu'il met sa juste distance à sa façon. Enfin, j'estime, voilà, qu'on est tous différents, aussi bien les patients que les soignants, et que chacun s'adapte au mieux pour mettre la juste distance. Et chaque patient étant différent, c'est vrai que je m'adapte à chacun et je pourrais pas te parler d'un truc que je fais forcément systématique, c'est cadré comme ça, comme ça, comme ça. Ben non, parce que c'est des êtres humains en face et qu'ils sont pas comme ça, identiques tous. Voilà. Disons que l'avantage de cette façon de voir, c'est qu'effectivement, ça garantit qu'on va prendre en compte l'humain et qu'on va pas faire de l'autre un objet. Et du coup, c'est plutôt rassurant d'un point de vue éthique, qui est qu'on va traiter l'autre comme un sujet et pas comme un objet. Et après, l'inconvénient, c'est que du coup, c'est frustrant de pas avoir de méthode universelle ou de clarté mentale. Mais bon, peut-être il y a... Ouais, je pourrais pas te la donner parce qu'il y a pas de... Tu vois, universel, quand tu parles... Ben, en fait, on prend pas l'identité de chacun, sinon. Tu vois, c'est comme si on traitait tout le monde de la même façon, en étant des êtres différents. Enfin, moi, ça me paraît impossible. Ça voudrait dire que la singularité de chacun, elle est pas reconnue. Il y a des patients avec qui, quand ils vont pas être bien, je vais sentir qu'une main sur l'épaule, ça va leur faire du bien. Tu vois, que je sois là et juste à poser ma main. Et puis il y a d'autres patients à qui je vais jamais avoir un contact physique. Et ça, je peux pas te l'exprimer. C'est vraiment du ressenti. Oui, c'est du feeling. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est mon expérience aussi professionnelle de 22 ans que je travaille à la clinique. Donc, je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent pas, qui se ressentent. Et c'est aussi bien comme ça. c'est effectivement la raison pour laquelle aucune connaissance universitaire ou livresque ne remplace l'expérience. C'est ça. Moi, c'est un truc que j'ai compris. Quand je suis arrivé à la clinique en 2017, j'étais un petit con qui sortait de la fac et je croyais que j'allais tout révolutionner parce que j'étais intelligent et que j'avais lu des bouquins. Et en fait, j'ai compris avec le temps, avec les années, que les gens qui étaient là depuis 20 ans, depuis 30 ans, ils avaient pas lu ce que j'ai lu, mais par contre, ils ont 20 ou 30 ans de travail. Et du coup, en fait, ils ont une compétence et une expertise que je suis loin d'avoir encore aujourd'hui, parce que justement, en fait, il y a une finesse et une richesse dans l'expérience humaine directe qu'il n'y a pas dans un bouquin. Parce que c'est pas juste des connaissances intellectuelles, c'est aussi une expérience du corps, c'est une expérience émotionnelle, c'est des milliers de conversations qui fait qu'on apprend. Ouais, effectivement. Il y a un truc aussi, c'est un truc que je dis souvent dans les interviews, c'est que tu travailles avec qui tu es. C'est pas pour rien que c'est le marché de Noël que tu fais. C'est pas les Jeux Olympiques où tu vas pas créer un truc de triathlon. Voilà. Bah oui. C'est pas. Comment tu emmènerais les gens à rentrer dans une dynamique si toi-même tu traînes les pieds, quoi. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, tu disais que, en gros, je t'ai fait dire, mais t'étais d'accord, que ce que tu aimes le plus, c'est embarquer les gens dans un brasier émotionnel, un truc commun où il y a un... Est-ce que des fois tu cherches à faire ça avec toute la structure, y compris les soignants? Oui. Parce que là, quand je crée la fête, quand j'organise la fête du personnel, c'est exactement la même chose pour moi. C'est de vous voir après passer une soirée tous ensemble, et quand il y a cette émulsion, bah moi c'est ce que j'aime. En fait, j'aime réunir, c'est ce que j'aime. Ouais. J'aime réunir, j'aime partager des moments, j'aime voir ces moments être partagés. J'aime bien me mettre en recul quand il se passe ces choses-là et faire, tu sais, comme un arrêt sur image et de me dire, ouais, là c'est un chouette moment qu'on est en train de vivre et j'en ai conscience et je le savoure. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des gens qui veulent devenir animateurs ou animatrices? Qu'est-ce que tu pourrais leur suggérer de faire ou d'apprendre ou d'expérimenter pour faire ça? Peu importe la structure, que ce soit en clinique ou autre. Qu'est-ce qui, toi, t'a été utile et que t'aurais aimé savoir plus tôt ou Alors, ce qui est très important, moi, je trouve, c'est les formations. Continuer à apprendre tout le temps. Je trouve que ça enrichit notre pratique enfin, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et je trouve qu'il me nourrit. Ne pas hésiter à parler en équipe.
avoir une équipe autour de soi, et ça, c'est... Même quand tu vois, je fais des ateliers toute seule, le fait de pouvoir après reprendre avec mes collègues, pouvoir exprimer mes ressentis, ce que j'ai observé, avoir leur observation aussi, des fois leur recul sur une situation, ça c'est aussi très important. Et puis après, c'est d'arriver à se dire ce qui appartient au patient, ça m'appartient pas, et que de pas emmener leurs problèmes avec moi. Ça c'est important aussi. Ouais, de pouvoir cloisonner et faire la part des choses. C'est ça. Des fois, quand il me raconte quelque chose de très douloureux, bien évidemment que là, je rentre en empathie et que j'ai une vague image de ce qu'ils sont en train de ressentir, mais j'arrive toujours à me dire, ça leur appartient, je comprends ce qui est en train de se passer, mais ça ne m'appartient pas à moi. D'accord, t'as une sorte de réflexe. Oui. De présence au fait que t'es en train de vivre une expérience partagée, mais que cette expérience, elle appartient au patient. Exactement. Ça, je l'ai bien en tête, toujours. Au mois de juin, tous les ans, depuis 3 ans, je participe à un événement qui s'appelle les Olympiades intergénérationnelles dans l'Oise. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles j'avais envie qu'on discute de l'animation, c'est parce que j'ai participé à cet événement où en gros il y a des gens de tous les âges, il y a des personnes âgées, des jeunes, des personnes en situation de handicap. Et en fait, j'ai vu le pouvoir de certaines animatrices sur la dynamique. C'est-à-dire que, un peu comme toi, il y a des personnes comme ça qui insufflent une sorte d'enthousiasme qui finit par être contagieux, parce qu'en fait, le cerveau, il fonctionne avec des neurones miroirs, et du coup, quand on incarne quelque chose, quand on rayonne de quelque chose, souvent, en fait, ça irradie et ça se diffuse et ça se transmet. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment... tu vois, tout à l'heure, quand tu disais que tu prends des photos, des moments, etc., j'ai l'impression que c'est un peu comme si ton but, c'était de créer des situations où les gens... Tu insuffles une étincelle d'amour, en gros, et après, les gens partagent de l'amour entre eux, quoi. C'est un peu... voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu, c'est tu insuffles de la vie, en fait, dans la dynamique. Parce que l'animation, c'est un peu ça, j'ai l'impression, parfois. Parce que j'ai pu faire des stages aussi en EHPAD ou des trucs comme ça, et c'est pareil, je vois bien à quel point l'animation, ça anime, enfin, ça crée du vivant, en fait. Ça crée un élan partagé, quoi. Et je vois à quel point ça peut tout changer, en fait, dans une équipe où, tu vois, j'ai fait dans certains stages où certains patients qui sont en EHPAD et qui racontent, en fait, la différence entre quand il y a ou quand il n'y a pas une animatrice. Tu vois, pendant le Covid, où tous les gens étaient enfermés dans leur chambre, il n'y avait plus d'animation, mais en fait, c'est mortifère, en fait. Ah bah, bien sûr. Et à quel point, en fait, c'est un rôle qui peut avoir un impact énorme, même à travers des activités qu'on pourrait qualifier de occupationnelles. Tu vas boire un café, on pourrait dire que c'est pas thérapeutique. En fait, ça dépend comment c'est fait. Eh ben oui, puis ça dépend quel regard on porte dessus. Si effectivement on dit tiens, on boit un café, bah oui, ça peut être considéré comme peu thérapeutique, mais en fait, quand tu observes ce qui est en train de se passer, que des fois ils vont entre eux s'encourager, s'aider, enfin, il se passe des choses incroyables, et c'est forcément thérapeutique puisqu'ils sont en train de rentrer en relation, et que quand il y a relation, il se crée des choses, forcément. Donc ça, ton job, c'est créer de la relation. Ouais, et de la dynamique, et ouais, c'est créer des relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus beau, quand tu les entends éclater de rire ensemble, quand tu vois qu'il y en a un qui est en difficulté et que l'autre va l'aider, ou tout simplement quand il y en a un qui va venir me voir et me dire je crois bien qu'un tel est en train de pleurer de l'autre côté. Bah, tu vois, rien que venir s'occuper que l'autre est pas bien et de venir tout de suite venir me le dire, je trouve ça... Oui, il y a de l'entraide qui émerge de dynamique, c'est ça. Naturellement, spontanément. Ne serait-ce que quand quelqu'un sert un café et puis qu'il dit, il passe la tête par la porte, quelqu'un d'autre veut un café, bah, je trouve ça génial, tu vois. Il est pas égocentré à ce moment-là sur soi, il est en train de partager, il est en train de proposer aux autres. Il se passe plein de petits trucs comme ça, qui sont... Quand quelqu'un arrive et qui a du mal à marcher, que tout de suite quelqu'un dit « Attends, bah, je te mets ta chaise là, vas-y, installe-toi. » En fait, c'est des choses qui paraissent banales, voire évidentes, mais qui en fait peuvent être extrêmement précieuses, et je crois qu'effectivement c'est important de pouvoir valoriser ces petits trucs du quotidien qui peuvent... Faut juste changer de lunettes et avoir les bonnes lunettes pour porter le bon regard et voir toutes ces petites choses-là. Parce que c'est ces petites choses-là qui sont belles. C'est pas autre chose. Ouais. Je me rappellerai toujours de la façon dont Carlos Tinoco
décrivait la façon dont il servait du café à sa compagne le matin. Ouais. L'amour avec lequel il servait du café. En fait, la tendresse de son regard, de ses gestes, et ça, en fait, il peut se passer énormément de choses dans un geste aussi anodin. Bien sûr. Et effectivement, je crois que le piège, parfois, c'est de croire que ces choses-là sont normales, et que du coup, on n'a pas à être reconnaissant puisque c'est normal. Et du coup, c'est comme si on devenait aveugle à la beauté qu'il peut y avoir dans la banalité du quotidien, en fait. C'est ça. Quand ils arrivent, moi, le matin, et que je leur demande si ça va, je leur demande vraiment si ça va. J'attends une réponse et j'écoute leur réponse. Ben ça, dans la vie quotidienne, des fois, ça va, on le dit machinalement, on n'écoute pas la réponse de quelqu'un. Et ça, ils l'ont ici. Et du coup, ils le créent entre eux aussi. Puisque je suis comme ça, donc du coup, enfin, tu vois, il y a ce truc de mimétisme, tu disais tout à l'heure, d'effet miroir. Et j'adore quand ils me font « Et toi, ça va ?» Eh ben, ouais, tu vois, je trouve que... Alors, est-ce que ça t'arrive de répondre « Non, ça va pas » ? Ça m'arrive de leur dire j'ai mal dormi ou je suis un peu fatiguée, alors des choses voilà, mais je vais pas rentrer dans des détails incroyables intimes, mais si j'ai mal dormi, je peux leur dire ouais, pas terrible aujourd'hui. J'ai pas super bien dormi, voilà. OK. Est-ce que tu as un truc à ajouter, un mot de la fin ou... Merci à toi, mon petit. Bah écoute, c'était un plaisir de t'écouter raconter ce qui t'anime, ce qui te passionne. Bah, j'espère que je suis arrivée à l'exprimer du mieux possible, parce que je trouve qu'effectivement ça se raconte pas, ça se vit. Voilà.